Alors je vais corriger ici le sujet numéro 3. La première question concerne la plus petite note dans chacune des matières. Par exemple, en mathématiques, pour l'ensemble de la classe, pour ceux qui ont été notés, puisque certains n'ont pas été notés, comme Isa, la plus petite note, si on regarde, c'est la note de 5. Ce repérage que j'ai fait visuellement, je veux le faire automatiquement avec une fonction. Bien, je vais utiliser la fonction minimum. Alors je me place dans la cellule, je fais égal, min, je fais un double clic pour invoquer la fonction, je sélectionne la plage. Une parenthèse pour la terminer et j'appuie sur la touche entrée pour valider. Je vais faire de la même façon la plus haute note. Cette fois-ci, je vais m'y prendre différemment. Je vais utiliser la fonction max et au lieu d'écrire égal max moi-même, je vais la chercher dans cette zone-là. Je vais cliquer sur max. Je rappelle que quand on utilise la petite liste qui est là-haut, en haut à droite, il ne faut pas écrire de égal dans la cellule. Sinon, l'accès à la liste ne fonctionnerait pas. Donc je clique sur max. Excel écrit le signe égal puis la fonction max, puis propose une plage qui ici n'est pas du tout pertinente. À vous avec votre souris de sélectionner les notes correctes. Et vous validez avec la touche entrée. Voilà. Ensuite, chacune de ces fonctions min-max, je vais pouvoir les recopier vers la droite. Je clique et je glisse à droite. Je fais pareil pour la fonction maximum. Voilà. J'aurais pu attraper les deux cellules et les recopier les deux d'un bloc. Il est toujours utile quand on fait les recopies, jusqu'à ce qu'on maîtrise parfaitement Excel. Comme quand on fait des recopies Excel, on génère de nouveaux nombres, on peut quand même vérifier si ce qui a été généré correspond à ce qu'on cherchait. Par exemple, sur ce 5 là, je vais faire un double clic. Faisant un double clic, je fais apparaître une zone colorée qui m'indique bien quelle est la plage concernée. Bon, c'est bien ce que je voulais. Donc la recopie a bien fonctionné tel que je l'imaginais. Et je sors par la touche échappe pour ne pas casser quoi que ce soit dans la formule. Donc même si dans ce cas-là, il était simple et clair que la recopie vers la droite allait générer la bonne fonction, utilisez quand même cette technique de double clic dans une cellule pour regarder la plage concernée en analysant les zones colorées. C'est un moyen pratique, simple, de vérifier qu'on utilise dans la formule les bonnes cellules. Et oui, je rappelle qu'on sort par échappe. Question suivante, la moyenne simple. Donc, on va utiliser la fonction moyenne. Je l'invoque en passant par cette liste-là. Je tape pas égal pour y aller. Et je clique sur moyenne. La plage qui est proposée va un petit peu trop loin. Prend une cellule vide là, ici, en trop. Je l'enlève. Je sélectionne que ce qu'il faut. Et je valide. Je recopie vers le bas. Alors, notez une chose, c'est que dans les lignes où il manquait une note, par exemple chez Isa, il n'y a pas de note en maths, la moyenne a été calculée sur les 4 notes uniquement, ce qui est normal, il n'y a que 4 notes. Donc Excel a fait la somme de ces 4 notes, c'est-à-dire 43, et a divisé 43 par 4, ce qui fait 10,75. Alors certaines personnes dans le devoir ont calculé la moyenne autrement en écrivant somme de la plage divisé par 5, puisqu'il y avait 5 notes. Donc vous allez voir que je m'arrête juste avant le 10,75, voilà. Donc 10,75, là on est sur l'ancienne formule, la formule que je propose avec la moyenne. Je vais recopier la formule de la somme sur ma moyenne. Le 10,75 devient 8,6. Alors qui a raison? Eh bien c'est moi qui avais raison avec la fonction moyenne, puisque l'utilisation de la fonction somme sur cette cellule-là fait que on additionne les 5 nombres, mais ici ils sont que 4, et on divise par 5. On aurait dû diviser par 4. Donc la formule, faire la somme des notes divisée par un nombre constant qui est 5, est complètement fausse, à cause du fait qu'il y a des cellules vides. Donc je vais revenir en arrière, jusqu'au moment où j'avais la fonction moyenne. Voilà, je recopie vers le bas pour être sûr que tout va bien, et c'est bon. Question suivante, l'effectif global. C'est donc le nombre d'étudiants. Donc on va faire un comptage avec une fonction NB. On va compter des textes, on va compter des noms.
Donc on utilise la fonction nbval sur la liste des personnages. Une parenthèse pour terminer, et je valide. Je rappelle la fonction nbval compte dans une plage les cellules qui contiennent quelque chose, que ce soit du texte ou des nombres. En l'occurrence, ici, ce sont des cellules qui contiennent du texte. On a donc 20 personnes. Le pourcentage de filles, ça va être le résultat d'une division. Un pourcentage, c'est toujours le résultat d'une division de deux nombres. Alors ici, on va diviser le nombre de filles qui va être déterminé par le nombre de cellules dans cette plage qui contiennent la valeur f. Et on va la diviser par l'effectif global qu'on a calculé précédemment. On y va, je lance la fonction nb pour invoquer la liste des fonctions de comptage. Double-clic sur nbc. Clic sur fx pour invoquer l'assistant. La plage qui m'intéresse, la voilà. Et dans cette plage, le critère de sélection, c'est le fait d'être une fille, donc d'avoir f. J'ai donc 11 filles dans la plage. Je valide. Je complète ma formule et je divise par 20, précisément par la cellule qui contient l'effectif global. Donc le pourcentage de filles est de 0,55. Je passe ça en mode pourcentage avec cette commande-là. En passant par ici, j'ai à la fois le format pourcentage et deux chiffres après la virgule. Je vais faire pareil pour les garçons. Donc on va compter avec un comptage conditionnel le nombre de cellules qui contiennent la lettre M. Il y en a donc 9, je valide, et cet ensemble, je le divise par l'effectif global de 20. J'ai 0,45. J'utilise une autre technique pour mettre en pourcentage. Je clique sur l'icône pourcentage, ce qui affiche l'icône pourcentage, mais on n'a pas deux chiffres après la virgule, et je passe par cette icône-là pour les rajouter une fois, deux fois. On constate finalement que passer directement par là, c'est un peu plus rapide. Question suivante, le classement. Le classement des étudiants se fait en fonction de leur moyenne. Donc la fonction rang est la fonction faite pour classer. Double-clic. J'invoque l'assistant. Alors, il s'agit de classer un nombre qui est la moyenne qui est ici, de le classer dans une référence qui est la liste de toutes les notes, de toutes les moyennes. La question qui est finalement posée, c'est quelle est la position de I4 dans la liste allant de I4 à I23. La réponse est 6. C'était la sixième meilleure moyenne. Alors, cette liste de référence, la liste ici de toutes les notes, je dois la figer avec un $. Devant les numéros de ligne 4 et 23, de façon à ce que quand je recopie la formule vers le bas, cette plage de moyenne ne dérive pas de cran en cran. Enfin, à propos de l'ordre, la fonction rang est capable d'ordonner dans un sens ou dans l'autre. Il existe des compétitions où avoir une bonne note est synonyme d'être premier. C'est par exemple quand on passe un examen. Meilleure est la note, meilleur est le classement. Il existe d'autres compétitions où avoir une note basse, c'est être premier. Quand il s'agit d'un chronométrage, avoir un temps faible, c'est être premier. Alors pour définir l'ordre dans lequel on travaille, là on est sur un ordre classique où les notes élevées donnent des classements, vous rend de premier. Donc ça c'est l'ordre, on va dire, naturel. On peut à ce moment-là mettre 0 pour signifier à Excel qu'on travaille dans cet ordre-là, ou ne rien mettre du tout. C'est ce qui est marqué ici. Un ordre décroissant égale 0 ou omis. Et je valide. Je recopie vers le bas. Je vérifie que la position 1 correspond à 14,9, la meilleure moyenne de ma liste. Inversement, la position 20, le dernier, correspond à une moyenne de 8,6, qui manifestement est la plus basse. Alors après, l'admission temporaire. Alors la question d'admission temporaire disait que pour être admis de façon temporaire, il faut avoir 10 de moyenne au moins. Donc, égale si, j'invoque l'assistant. Notez que j'ai appuyé sur l'icône FX après avoir écrit si et surtout après avoir écrit la première parenthèse. Si vous vous contentez d'écrire si et d'invoquer l'assistant, ça ne fonctionne pas. Il faut écrire si et écrire une première parenthèse. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, à ce moment-là,
on écrit OK. Sinon, on n'écrit rien. 2 guillemets pour écrire rien. Et je valide. Je recopie vers le bas. Et voilà donc ceux qui sont admis temporairement parce qu'ils ont moins 10 de moyenne. Je fais la remarque suivante. Dans une fonction si, je reviens dans l'assistant, si vous n'écrivez rien dans cette zone-là, et que vous validez, quand vous recopiez vers le bas, vous avez la mention faux qui est affichée, au lieu de rien du tout. Donc si vraiment vous voulez qu'il ne s'affiche rien dans les cellules, il faut non pas ne rien mettre, mais mettre 2 guillemets, ce qui symbolise une chaîne de texte vide. Voilà, le résultat est bien plus heureux que le fait d'avoir ces mentions faux qui perturbent la vue, la visualisation. Donc voilà pour l'admission temporaire. On veut savoir maintenant quel est le nombre de recalés temporaires. Il va donc falloir calculer le nombre de cellules vides dans cette plage-là. On a la fonction nbVide pour le faire, nb.vide, double-clic, sélection de la plage, voilà, parenthèse, validation. Il y a donc 5 recalés temporaires. Le pourcentage des admissions temporaires. Il faut donc compter ceux qui sont admis temporairement et le diviser, puisqu'un pourcentage c'est toujours le résultat d'une division de deux nombres, et le diviser par le nombre total de personnes. Ben, le nombre de ceux qui sont admis, c'est égal à l'effectif global moins ceux qui sont recalés. Cet ensemble entre parenthèses, parce que c'est un calcul intermédiaire, je le divise par l'effectif global. Et j'ai donc 0,75 que je transforme en pourcentage avec cette commande-là, rapide, forme à pourcentage et 2 chiffres après les virgules. Et voilà pour le pourcentage d'admission temporaire. Maintenant, le passage en commission. Alors, concerne les personnes qui n'ont pas eu 10, mais qui n'en sont pas loin. Précisément ceux qui ont eu 9,75 ou un peu plus. Voilà. Alors nous allons mettre le mot commission pour ceux qui vont en commission. Ça va se faire avec un double si, puisqu'il y a 2 critères, être supérieur ou égal à 9,75 et être inférieur à 10. À l'époque, on n'avait pas travaillé sur la fonction et, donc on va le faire avec 2 critères, avec 2 si. Premier si. Si la moyenne est supérieure ou égale à 9,75, voilà le test. Alors, si la moyenne ne l'est pas, on n'a pas atteint les 9,75, on va donc mettre vide. Dans le cas où on les a atteints, la valeur vraie, on est supérieur à 9,75. Ceci dit, il faut quand même vérifier qu'on n'est quand même pas au-delà de 10, sinon on serait admis définitivement. Donc on fait un deuxième test. Si la moyenne est inférieure à 10, alors on est en commission. Sinon, vide. Voilà. Premier test, être supérieur à 9,75, ce qui ne suffit pas. Deuxième test, être inférieur à 10. On est donc dans la zone 9,75-10 et on va donc en commission. Si on n'est pas inférieur à 10, c'est qu'on vaut 10 ou plus, et à ce moment-là, on n'est pas en commission, on est déjà admis. Donc on met guillemets, guillemets. On n'aura pas le terme commission. Et ce guillemets, guillemets là correspond à la valeur fausse du premier test logique. On n'a même pas atteint les 9,75, donc on est franchement mal barré. On est carrément rejeté de l'examen. Ok. On recopie vers le bas. On constate que lui n'avait pas d'admission temporaire. Pourquoi? Parce que sa moyenne à 9,9 ne lui permettait pas, il n'avait pas atteint 10. Mais il est quand même rattrapé parce qu'il a fait plus que 9,75. Donc il va aller en commission. Pareil pour lui, qui a la même valeur moyenne de 9,9. Question suivante, recherche des personnes éliminées. Alors la question sur l'élimination, on affiche la mention éliminée si l'étudiant a eu parmi les 5 matières une note ou plus d'une note en dessous de 5.
Bien. Donc pour finalement être admis, il suffira pas d'avoir 10. Encore faut-il ne pas avoir de trop mauvaises notes. Donc vous êtes éliminé si vous avez une note en dessous de 5. Une ou plusieurs notes. Donc finalement, par exemple pour Anne, voilà ces 4 notes. Si on regarde la valeur la plus basse, c'est 11. On est largement au-dessus de 5, c'est bon. Qui pourrait être éliminé? Marie. Sa valeur la plus basse, sa note la plus basse, c'est 5. Ce n'est pas en dessous de 5, elle ne sera pas éliminée. Par contre, Rachel, avec une moyenne, Rachel avec des notes dont la moyenne générale fait 10, on pourrait dire que c'est bien parti. Par contre, elle a une note inférieure à 5, de 3, elle sera éliminée. Alors on va mettre ça en musique. Donc, je vais lancer un test. Alors quel test je peux faire pour déterminer s'il y a une note inférieure à 5? Eh bien, je calcule le minimum. Je calcule le minimum des 5 notes. Voilà. Et je regarde si ce minimum est inférieur à 5. Alors dans le cas de Anne, manifestement, la réponse c'est faux. Alors si ce minimum est inférieur à 5, c'est qu'il y a une note qui est plus basse que 5, et dans ce cas-là, on est éliminé. Si ce n'est pas le cas, la valeur la plus basse fait au moins 5, et on l'a échappé à l'élimination. Donc je recopie vers le bas. Je vois ici que j'ai Rachel qui est éliminée avec son 3. J'ai Vic qui est éliminé, qui a 3 aussi. Et ici, j'ai une personne qui est Bill qui est éliminée avec 4,5. Voilà. Question suivante, l'admission définitive. Alors l'admission définitive est prononcée pour quelqu'un qui a eu l'admission temporaire et dont on a vérifié qu'il n'a pas été éliminé. Donc il faut simultanément avoir 10 de moyenne et ne pas avoir de note en dessous de 5. Donc je pourrais remettre dans le test les tests sur la moyenne et les tests sur la valeur mine, mais je vais tester uniquement en fait la valeur de cette cellule, est-ce que c'est égal à OK ou pas, et la valeur de cette cellule, est-ce qu'elle est égale à vide ou pas. Parce que pour être admis définitivement, finalement, il faut que cette cellule soit égale à OK et que cette cellule-là soit vide. Donc c'est une double condition. Je vais le traiter avec un si imbriqué. Je pourrais le traiter avec un et. Égale si cette cellule est égale à OK, ben c'est bien parti. Mais ça suffit pas. Deuxième si cette cellule-là est égale à vide, notez le test pour regarder si une cellule est vide, on fait référence de cellule égale guillemets guillemets, donc c'est égal à vide. Voilà, donc on est bien parti, on a les deux conditions de remplies. À ce moment-là, on est en admission définitive, donc on va écrire passage OK. Et sinon, M4 n'est pas vide, donc on n'a pas le passage, je fais vide vide. Je ferme la parenthèse de ceci là. Point virgule, je suis retourné dans le premier si. Je suis dans la valeur fausse du premier si, c'est-à-dire que K4 n'est pas égal à OK. Donc je ne suis pas admis, définitivement. Deux guillemets pour ne rien mettre. Voilà. Notez qu'on peut très bien utiliser l'assistant pour faire ça. Hein. Et je rappelle que dans un assistant, suivant là où vous cliquez, vous avez l'assistant d'une fonction ou d'une autre. Par exemple, là, en ayant cliqué sur le premier si, j'ai le premier si, K4 égale OK. En cliquant sur le deuxième si, et bien là, je suis passé sur le test de M4, le deuxième si. Et je recopie vers le bas. Alors, qui avait une émission temporaire et pour qui ça n'a pas suffi?
Bien lui, par exemple, il avait une émission temporaire, mais comme il avait une note inférieure à 5, il n'a pas eu son passage. Voilà. Alors notez qu'on pourrait faire ça avec la fonction et, c'est peut-être un peu plus simple, on aurait écrit égal si, assistant, la fonction et, on aurait mis est-ce que cette cellule était égale à OK, point virgule, est-ce que cette cellule est égale à vide, fermez le et. Dans ce cas-là, ça aurait été passage OK, et ici, rien. Bon, donc cette formule-là, elle est peut-être plus simple à écrire que le si imbriqué. Ça, c'est à vous de voir. Bon, j'efface. Maintenant, la moyenne pondérée. Donc la moyenne pondérée, c'est donc la moyenne des notes, mais affectée par les coefficients des matières. Par exemple, les maths coefficient 2 sont moins importantes que le français. Coefficient 3, encore moins que l'éco et la finance. Alors il y a une façon de faire avec la fonction SUMPROD. La fonction SUMPROD, c'est une fonction qui fait le produit d'une matrice par une autre. Elle fait le produit de ça, le 2 par le 11, le 3 par le 12, et tous ces petits produits sont additionnés. Donc, SUMPROD de cette zone-là par cette zone-là aura pour résultat 2 fois 11 plus 3 fois 12 plus 2 fois 15 plus 4 fois 13 plus 4 fois 11. Et cet ensemble-là, il faudra le diviser par la somme des coefficients. Allons-y. La fonction SUMPROD, voilà. L'assistant. Première matrice, la voilà. Deuxième matrice, celle-ci. Alors quand on va multiplier ces deux matrices entre elles et qu'on va additionner les résultats, on constate que quand on va recopier la formule vers le bas, il faut que les notes de Anne puissent passer aux notes de Bill, donc il n'y a pas de souci. Il faut que la matrice 2 soit libre, pas de dollar sur 4, la ligne 4. Par contre, il faut que la liste des coefficients reste figée au niveau de la première ligne. Donc il faut que la ligne 1 reste toujours la ligne 1. Donc je dollarise et je valide. Maintenant, cette somme de prod, je la divise par la somme des coefficients. La somme des coefficients qui est cette somme-là. Et là encore, je mets des dollars de façon à ce que quand je recopie vers le bas, je reste bien figé sur la ligne 1. Donc la moyenne pondérée 12,27 pour cette première personne, c'est un peu moins favorable, la moyenne pondérée que la moyenne. Et maintenant je recopie vers le bas. Je mets un format avec deux nombres. Et voilà. Dernière question, classement des filles. Pour classer les filles, donc les moyennes sont là. Les genres sont en colonne B. Il va falloir s'intéresser aux moyennes uniquement de celles des femmes. Alors pour ça, je vais rajouter une colonne intermédiaire. Je fais un copier-coller de la mise en forme ici. Voilà, donc calcul Alt Entrée pour passer à la seconde ligne intermédiaire. Je vais reporter dans cette colonne-là. Donc je vais légèrement baisser le fond. Je vais reporter la note pour les filles. Alors, si le genre est égal à F, à ce moment-là, la note, je l'affiche. Sinon, je n'affiche rien. Pour voir ça dans un assistant. Voilà, si le genre est égal à F, je récupère la moyenne, sinon je n'affiche rien. Donc le résultat donne ça. J'ai une série de notes uniquement pour les filles. Ce qui fait que maintenant je vais classer ces notes-là. Je vais calculer le rang de chacune de ces notes au sein de la liste globale. Sauf que ce rang, je dois le calculer uniquement si la cellule qui est ici n'est pas vide. Parce que quand la cellule est vide, là, je ne dois rien mettre là. Donc,
le rang est à calculer que si la cellule n'est pas vide. Ça va se traduire par une fonction si. Si cette cellule-là n'est pas vide, notez que le différent s'écrit sous la forme de inférieur-supérieur. Si cette cellule-là n'est pas vide, à ce moment-là, je calcule son rang. Le rang de cette cellule au sein de la liste, le rang de cette cellule, point virgule, au sein de la liste de toutes les notes, voilà, que je fige. Et sinon, si la cellule S4 était vide, bah, je n'ai aucun calcul à faire et j'affiche 2 guillemets pour rien mettre. Ok. Voilà, donc je me retrouve en face des moyennes des filles avec le calcul du rang. Alors par exemple, Anne, qui était 6e au classement général en tenant compte des garçons, se retrouve 5e au classement des filles. Marie, 10e au classement général, tout sexe confondu, se retrouve 7e chez les filles. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de faire une question. Le nombre d'étudiants ayant obtenu au moins 10 de moyenne. Alors ici, il faut compter dans cette zone-là le nombre de cellules qui contiennent une valeur supérieure ou égale à 10. Donc c'est la fonction NBC. Voilà. Et le test, c'est d'être supérieur ou égal à 10. Quand on dit au moins, le 10 est inclus. Et ça, je le recopie à droite. Voilà. Donc les formules ici sont terminées. Il reste à faire le graphique de la moyenne des élèves. Alors, les élèves, leurs noms sont ici. Je les sélectionne. Et avec la touche contrôle, je sélectionne la deuxième plage, la plage des moyennes. Je rappelle que la touche contrôle permet de sélectionner des plages discontinues. Et pour s'en servir, la première plage est sélectionnée simplement. Et c'est à partir de la deuxième plage qu'on utilise la touche contrôle. Donc la zone étant sélectionnée, vous allez insérer un graphique de type colonne. Voilà. Je supprime la légende. Je vais élargir pour que ce soit plus lisible. Dans le modèle, il est demandé de démarrer à 6. Donc la valeur de l'axe vertical, la valeur minimale de cet axe sera de 6. Il est aussi demandé d'avoir un quadrillage principal tous les 2, ce qui est le cas. L'unité principale, c'est 2, c'est très bien. Et l'unité secondaire, on va la mettre à 1, c'est ce qui est demandé dans le modèle. Et on valide. Alors, je vais vérifier quand même sur le modèle que c'est bien 6, 7, 8, 9. Ah non, le 10, 11. Le principal est tous les 1. D'accord, donc il y a une petite erreur là. Principal tous les 1, donc je reviens là. Là on met 1 et ici on met 0,5. Voilà. Alors le quadrillage secondaire n'apparaît pas parce que il faut le demander. Quadrillage secondaire, principal et secondaire. Je me demande s'il n'y a pas une erreur dans les valeurs que j'ai mises. Oui, ici c'est 0,5. 0,5. Alors l'erreur est venue du fait que j'ai tapé 0,5. Il m'a pas signalé que le 0,5 n'était pas compris. Et donc du coup il est resté sur la valeur ancienne qui était à 1. Donc quand on écrit 0,5, il faut bien utiliser la virgule au clavier. Et voilà. D'où le quadrillage secondaire. Alors dans le modèle, il est demandé d'avoir un quadrillage secondaire sous forme de pointillé. Donc je le sélectionne en cliquant sur le trait d'un quadrillage secondaire. Dans la mise en forme, je vais aller sur le contour de la forme, le type de tiret, et je prends des pointillés. Voilà. Ensuite, il faut rajouter un titre. Alors les titres, on les a ici dans disposition titre du graphique.
au-dessus du graphique ou superposé centré. Voilà, je vais le mettre là. Et le titre demandé, c'est moyenne des élèves. Moyenne des élèves. On ajoute bien et. Ensuite, il y a une petite mise en forme sur le graphique. Je sélectionne le bord de la zone de titre. Mise en forme. Et là, une colorisation. Voilà. Et puis je déplace ce titre pour qu'il ne gêne pas. Il faut aussi que j'affiche les notes pour que le graphique soit plus lisible. Vous voyez les notes qui sont ici. Là. Alors, pour ça, c'est une option qu'on a sur l'axe vertical. Non, c'est une option qui sont sur les étiquettes, pardon. Donc c'est cette option là. Donc on affiche les valeurs. Là on choisit où est-ce qu'on les trouve. Par exemple, vous voyez, ça c'est le centre. C'est pas très heureux. Je vais mettre bord extérieur. C'était très bien. On affiche les valeurs et le graphique est maintenant terminé. Donc je le positionne. Je change un peu mon pourcentage d'affichage pour voir un peu. Voilà, donc je vais faire quelques essais là. Voilà, là c'est un peu trop gros. Bon là c'était un peu trop gros aussi. Un peu mieux. Bon, je suis obligé quand même d'augmenter un peu mon graphique pour que ce soit plus lisible. Voilà. Ok. Et puis ça, par exemple, si je mets une autre couleur. Bon, la couleur c'est bien et le gras c'est un peu plus net. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais vérifier. Enfin, je vais faire en sorte que tout soit tienne sur une seule page. Actuellement, j'en suis vraiment très loin. J'ai 3 pages. Donc, je définis la zone d'impression. Finalement, je n'aurai pas besoin de définir une zone d'impression. Je vais aller dans la mise en page. Alors, premier réglage, passage en mode paysage. Deuxième réglage, bien utiliser la feuille complète, donc diminuer les marges. Mettre 0,5 à gauche et à droite. Je descends 0, je monte à 0,5. Le bas, je descends 0, je monte à 1. Avec des en-têtes des pieds de page que je mets toujours à 0,5, c'est une habitude. Voilà. Et dans le haut, 1,5. Je centre horizontalement. Je regarde le résultat. C'est donc en orientation paysage, ok. Et dernière chose, je vais faire un ajustement sur une page en largeur et en hauteur. Un coup dans l'aperçu, et voilà, tout tient. Voilà. Je sors. Manifestement, si j'avais le calcul intermédiaire, là, j'ai intérêt à diminuer un peu ça. Calcul intermédiaire. Oui, je n'ai pas la colonne calcul intermédiaire, ok. Et là, je vais sur Rachel, Vic. Rachel, Véro, j'ai pas Vic. Bon, donc je vais adapter la zone d'impression. Je vais bien vérifier que je vais de là jusqu'à la colonne S, ici. Je devais avoir une zone d'impression qui était définie, zone d'impression, là voilà. Et cette fois-ci, ça devrait être mieux. Et j'ai donc mes deux colonnes. Ok, j'avais en fait une zone d'impression qui était définie et qui n'englobait pas la colonne du calcul intermédiaire.
Voilà, donc bien l'examen.